Chers amis, je me permets de vous appeler chers amis parce que nous communions au moins dans une idée, celle de la liberté. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous, non seulement parce que nous avons des messages à faire passer à tous ceux qui veulent se libérer, mais aussi parce que les Français ne savent pas ce qui leur est arrivé. Ils ne savent pas quelle est la situation dans laquelle ils se trouvent, ou plus exactement, s'ils se trouvent dans cette situation, ils ne savent pas pourquoi. Et tout s'explique. Tout s'explique simplement par le fait que les Français sont victimes, non pas d'un complot, mais de plusieurs complots. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot, mais quand il y a un complot réel, il faut le connaître et le dénoncer. Ce complot commence pourtant bien. Il commence en 1986 par l'acte unique, qui est un traité européen, qui a pour ambition, et c'est pour ça qu'il s'appelle l'acte unique, de réunir l'ensemble des traités précédents et d'y ajouter quelque chose. Et ce qu'il y ajoute n'est pas une mince affaire. Il y ajoute le fait que le 1er janvier 1993, toutes les frontières intérieures de l'Europe seront abolies. Ce qui veut dire que l'Europe va devenir un territoire unique pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain. 15 siècles. C'est un moment historique. Ce moment implique des conséquences. Vous ne pouvez pas ouvrir les frontières en laissant subsister tous les obstacles à la libre circulation et au libre établissement, qui sont la règle fixée par l'acte unique. Un exemple simple. En 1986, tous les États européens ont des systèmes sociaux différents, ou assez différents. Or, en 1993, 7 ans plus tard, il va falloir qu'ils aient le même, ou en tout cas des systèmes compatibles. Comment faire ? Eh bien, tout simplement en abrogeant les monopoles. Car si vous avez, et vous étiez le cas, un citoyen allemand ou néerlandais, disposant déjà à l'époque, dans son pays, et au-dessus de certains revenus, de catégorie moyenne, de la liberté de s'assurer, à ce moment-là, quand ils vont arriver en France, que va-t-il se passer ? La première visite qu'ils vont recevoir s'ils viennent s'établir comme médecins, comme commerçants, comme artisans, comme architectes, la première visite qu'ils vont recevoir, c'est la visite de courtoisie française. Notre pays sait accueillir les visiteurs étrangers, surtout quand ils viennent s'installer. Et à qui a-t-on délégué cette tâche ? À l'URSSAF. La première visite que reçoit ce citoyen néerlandais ou allemand, c'est l'URSSAF qui lui dit « il faut payer ». Ce brave homme ou cette brave femme dit « mais il faut payer quoi ? Il faut payer votre assurance. » Mais j'en ai déjà une dans mon pays et j'ai le droit de la garder. Pas du tout, ici c'est un monopole et vous devez payer. Vous voulez me faire payer 2 fois ? Je ne veux pas le savoir. C'est à peu près le genre de dialogue intelligent qu'on peut avoir avec l'URSSAF. Eh bien, c'est pour éviter ce type de dialogue que la Commission européenne a préparé et les États ont signé les directives européennes de 1992. Quel était leur objectif ? Rendre justement facile l'établissement de chacun dans le pays de son choix, dans ce qui n'était pas encore l'Union européenne, mais qui allait le devenir. Ce qui signifie que tout monopole doit par nature être supprimé, et ça n'a rien d'extraordinaire, puisque ça a été fait dans d'autres domaines, dans les transports, dans l'électricité, etc., etc. Et il n'y avait aucune raison, aucune, que la sécurité sociale échappe à cette détermination. À quoi certains objectent que les États, paraît-il, sont libres de disposer de leur système de sécurité sociale. Oui, ceux qui vous le disent ont raison, à ceci près qu'ils vous mentent, car ils ne donnent pas le deuxième terme de la phrase. Ils sont libres d'organiser leur système de protection sociale dans le respect des dispositions européennes. Voilà comment se termine la véritable phrase. Donc vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez dans votre pays à partir du moment où, avec tous les autres, vous avez signé des textes en commun. Et pour la France, c'est M. François Mitterrand qui a signé, en 1992, les fameuses directives. Donc, nous entrions à partir de ce moment-là dans un autre combat. C'est à ce moment, un peu avant,
que j'ai créé le MLPS, justement parce que nous savions que ce serait très difficile. Et donc, le combat que nous avons mené a consisté, dans un premier temps, à nous battre pour faire transposer dans le droit français les directives européennes. La transposition est quelque chose de très classique dans l'Union européenne. Elle consiste simplement à adapter au droit national des dispositions communautaires. C'est une technique assez simple qui demande, d'une part, une certaine virtuosité, mais ça, les juristes savent très bien faire, et d'autre part, il y a une protection tout à fait extraordinaire, car on sait très bien qu'on ne peut pas transposer d'une manière complète, on ne peut pas tout changer dans le corpus législatif et réglementaire. Il y a donc une disposition intelligente, comme souvent l'Europe en est capable, même si parfois elle fait beaucoup de bêtises, qui consiste à dire que tout juge national, toute autorité nationale doit écarter toute disposition contraire à celles qui sont issues de la transposition en droit national des directives européennes. C'est-à-dire que vous vous présentez devant n'importe quel juge, il doit dire « Tiens, le Code de la sécurité sociale dit ça, je l'écarte, car c'est contraire aux règles fixées à la fois par l'Europe et par la France qui a signé ce principe. » Donc, nous sommes entrés dans une phase particulièrement difficile, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi cette phase difficile se retrouve aujourd'hui même. Parce que la grande difficulté n'a pas été de transposer les 2/3 des directives. En substance, que disaient les textes? Ils disaient que dans les différents États qui étaient nommés les uns après les autres, dans le texte de la directive, sont aptes, admis à assurer les risques définis comme la maladie, la vieillesse, le chômage, etc., un certain nombre d'organismes très précisément définis pour chacun des pays. Pour la France, il s'agit des sociétés d'assurance, sociétés commerciales, des institutions de prévoyance qui sont des institutions paritaires, patronat, salariés, et les institutions, les organismes régis par le Code de la mutualité. La première remarque que vous devez vous faire, c'est que ce texte est quand même curieux, car enfin, il y manque quelque chose. Il y manque les organismes de sécurité sociale. Ils ne sont pas cités. Ils n'ont donc pas le droit d'assurer. Eh bien si, ils ont le droit d'assurer, car ils sont des organismes régis par le Code de la mutualité. Pour chacun d'entre nous et d'entre vous, dans le langage courant, une mutuelle, c'est l'organisme qui rembourse ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Oui, c'est vrai, mais ça n'est vrai que très partiellement, car une mutuelle, c'est une caisse de sécurité sociale. Toutes les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles. Et c'est pour ça que la transposition des directives a été si difficile, car s'il n'y a eu aucun problème pour les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, qui d'ailleurs ne posaient aucun problème puisqu'elles n'assuraient que le complémentaire. On leur donne le droit d'assurer au premier euro, mais on leur signifie que surtout il ne faut pas le faire. Et il reste les caisses de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il faut changer le code de la mutualité. Et c'est là que la grande bataille a eu lieu, que nous avons gagnée, car nous avons fait condamner la France en 1999 pour n'avoir pas transposé le code de la mutualité et pour ne pas appliquer les directives. À partir de ce moment-là, le gouvernement Jospin, puisque c'était lui qui était au pouvoir, n'avait plus le choix. Il a encore tergiversé un peu, nous l'avons de nouveau menacé de sanctions par l'intermédiaire de la Commission européenne et de la Cour européenne, et au mois d'avril 2001, le 19 avril, par ordonnance, le gouvernement Jospin a transposé le code de la mutualité. Nous avions gagné. Nous avions gagné à quelques semaines près, car il fallait encore prendre quelques dispositions de caractère réglementaire qui ont été prises à temps. Et finalement, la première affaire qui est venue devant un tribunal peu de temps après, au mois d'avril 2003, c'est-à-dire quelques semaines après la fin de la prise des textes réglementaires, nous a donné raison. Le tribunal de grande instance de Nîmes a considéré que les directives étaient applicables et que les caisses, en l'occurrence c'était la mutualité sociale agricole, n'avaient plus le droit de contraindre quiconque à cotiser à son régime. La victoire était définitive et complète. Oui,
jusqu'à ce qu'intervienne un coup d'État. Parce que c'est ce qui s'est passé. Les Français ne le savent pas, mais c'est un véritable coup d'État qui a été fait par les technocrates de la Direction générale de la santé et des affaires sociales au ministère, avec le couvert, bien sûr, des hommes politiques. De quoi s'est-il agi? Eh bien, tout simplement, c'était l'affaire Buffalo Grill, non pas du tout l'affaire d'importation de viande anglaise qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu, puisque la société Buffalo Grill vient d'obtenir un non-lieu complet, mais tout simplement du fait que j'avais rencontré peu de temps avant le président de cette chaîne de restaurants qui m'avait raconté, à l'issue d'une conférence que je faisais devant des milieux patronaux, il m'avait raconté que, n'ayant pas fait beaucoup d'études, il avait voulu voir du pays, était allé aux États-Unis, avait gagné sa vie comme garçon de restaurant, puis travaillant bien, on l'avait nommé chef de rang, et il m'avait expliqué qu'aux États-Unis, finalement, on pouvait s'assurer pour pas cher, et que les salariés étaient beaucoup mieux payés parce qu'on leur prélevait moins. Et, me dit-il, j'ai pensé à ce moment-là que ce système serait bon pour la France. Mais voilà, rentrant en France, on lui a dit « Mais non, c'est pas possible, ici c'est un monopole. » Et voilà, me dit-il, que quelques années après, vous rencontrant, je m'aperçois que c'est possible. Donc, je veux être celui qui rendra cette chose possible dans les faits. Tenez-moi au courant, dès que je le pourrai, je le ferai. Il m'appelle quelque temps après pour que je vienne faire une conférence devant ces directeurs de restaurants réunis comme chaque année. Je fais cette conférence, je leur explique que cela va se traduire par une très forte hausse des salaires sans aucune charge supplémentaire, parce que c'est ça le véritable miracle des directives. Et peu de temps après, la veille au soir d'ailleurs, et le lendemain matin, le chef du service économique et social du Parisien, Jean-Marc Plantade, que je connaissais un peu aussi, qui suivait nos travaux, m'appelle pour savoir ce qu'il y avait de neuf, et je lui raconte ce qui s'était passé à Buffalo Grill, où M. Picard avait déclaré qu'il voulait être le premier chef d'entreprise français à libérer ses salariés. Évidemment, un journaliste de ce calibre ne laisse pas passer une si belle occasion. Il interviewe M. Picard, qui lui répète bien sûr ce qu'il avait dit la veille devant 500 personnes, et le lendemain, paraît dans le Parisien un gros titre, le patron du Buffalo Grill défie la Sécu. Dans les ministères, à ce moment-là, il s'est passé un phénomène étrange. Tous les personnages composant le ministère se sont transformés en personnages de dessins animés. Vous savez, ces animaux qui courent partout en rond, avec des yeux qui leur sortent de la tête, qui ne savent plus ce qu'ils font, qui ne savent plus ce qu'ils disent. C'était ça. C'était le pouvoir français qui tout d'un coup était devenu fou. Il était devenu fou parce que tout d'un coup, il venait de comprendre qu'il n'y avait plus de monopole de la sécurité sociale, alors qu'il y avait 12 ans que les textes abrogeant les directives avaient été pris, et qu'il y avait 3 ans que c'était des lois françaises. Voilà ce que c'est que l'impossibilité de comprendre une situation et de l'admettre. Alors, qu'ont-ils décidé? Ils ont décidé de ne pas appliquer les textes. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que les caisses poursuivraient les personnes qui voudraient s'en libérer, que les tribunaux les condamneraient, que la justice en général et l'administration en particulier poursuivraient toute personne voulant se libérer. Et ils ont donné la consigne aux hauts fonctionnaires français de la Commission européenne de cesser de nous soutenir et de mentir, eux aussi, en disant que le monopole était maintenu. Vous touchez là du doigt et du droit, une extraordinaire spécificité française. Voilà un pays où l'on peut, d'un trait de plume, interdire aux juges de juger, interdire d'appliquer la loi, donner des ordres à des fonctionnaires qui ne doivent pas en recevoir parce qu'ils dépendent de la Commission européenne et non pas de leur pays d'origine, et tout ça sans que personne, à part nous, ne se plaigne. Comment voulez-vous qu'un pays pareil puisse se tirer d'affaire en quelque circonstances que ce soit? On a vu des pays glisser vers des régimes totalitaires. Mais nous n'avons pas eu besoin de glisser, nous y étions déjà. Et c'était cela qui s'est passé à ce moment-là, et c'est le drame français. Car si aujourd'hui nous vivons
dans une situation aussi difficile. Mais c'est tout simplement parce que la France ne s'est pas préparée, ou bien au contraire, a fait tout pour ne pas s'y préparer aux circonstances qui allaient découler de l'ouverture européenne. Car enfin, entre le moment où le texte de l'acte unique a été pris et le moment où les directives européennes sont entrées en application, il fallait que les entreprises se préparent. Elles allaient se trouver face à un marché ouvert, face à un marché concurrentiel. Eh bien, elles se sont préparées. Elles ont durci leurs muscles, elles ont fait en sorte de se rendre aussi résistantes, résilientes que possible, et donc elles ont admirablement franchi ce pas, et en 1993, elles étaient prêtes. Oui, mais de quelles entreprises suis-je en train de vous parler? Des grandes, des très grandes. Il n'y en a pas beaucoup, quelques dizaines. Au mieux ou au pire, il y en a 40, le CAC 40. Cotation assistée en continu des 40 entreprises. En réalité, en France, il y a 3 millions d'entreprises. Eh bien, hormis les quelques dizaines dont je viens de parler, les 3 millions d'autres ne se sont pas préparées du tout, et pour cause, puisqu'elles ne pouvaient pas se préparer, étant donné que tout, dans leur exercice, dépend des conditions dans lesquelles l'État les fait travailler. Le système fiscal, le système social, le système réglementaire, tout cela dépend de l'État. C'était donc à l'État qu'il revenait de libérer toutes les entraves que les entreprises devaient subir de façon à ce qu'elles soient aptes à affronter elles aussi la concurrence européenne, et en particulier les produits européens, car s'il est vrai que tel ou tel commerçant, tel ou tel artisan ne va pas voir s'installer demain un artisan européen à côté de chez lui, mais il y a toute une série de produits qui sont fabriqués à l'étranger et qui viennent concurrencer les produits français, produits précisément par ces personnes. Donc, il faut que quand vous ouvrez les frontières, il faut que tout le monde s'y prépare. Alors, non seulement on n'a rien fait pour préparer les entreprises, mais on a durci. On a durci la fiscalité, on a durci le système social, on a augmenté les règlements, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait. Et ce sont ces mêmes personnes criminelles qui ont laissé les entreprises françaises largement démunies face à la concurrence, qui aujourd'hui encore se présentent à vos suffrages, les uns et les autres, de la gauche à la droite, de la droite à la gauche, en passant par le milieu et par où vous voulez. Ce sont tous des irresponsables. C'est eux qui sont irresponsables, et responsables à la fois de la crise dramatique que notre pays traverse. Alors bien sûr, nous nous sommes trouvés dans une situation particulièrement difficile, car nous étions seuls, nous, le MLPS, seuls face à l'État, face aux partis politiques dont aucun ne nous soutenait, face à la presse qui ne voulait pas parler de ce problème, parce que la presse, savez-vous pourquoi on l'appelle ainsi? Il y a une sorte de hâte dans le mot presse, mais c'est simplement la hâte à fuir ses responsabilités. C'est pour ça qu'elle s'appelle ainsi. Et donc, plus personne ne parlait de rien. Quand on se trouve dans une telle situation, il faut avoir le cœur bien accroché, parce que vous avez tout le monde contre vous, la justice, l'administration, les politiques, les médias, et toutes ces personnes ne sont sensibles à rien, sinon à leur intérêt immédiat. Mais nous avons réussi à résister, malgré tout, jusqu'à ce que, à l'automne 2012, Madame Marisol Touraine nous vienne en aide. Je voudrais aujourd'hui lui rendre un hommage très sincère, Madame Marisol Touraine, pour les intimes MST. Une femme charmante. Madame Touraine a eu l'excellente idée, poussée par les mutuelles évidemment. Vous savez que les mutuelles gagnent beaucoup d'argent. La sécurité sociale a des déficits abyssaux, mais les mutuelles gagnent énormément d'argent. Elles ne se voyaient mal obligées de secourir la sécurité sociale qui n'arrivait plus à rembourser. Alors elle a trouvé un moyen excellent qui consiste non pas à rembourser plus, mais à faire payer moins. C'est-à-dire que le médecin allait être condamné à bloquer leurs honoraires. Sachez qu'un médecin ou une profession médicale est payé 4 fois moins que dans n'importe quel pays européen. 4 fois moins. Et on voulait encore les bloquer. Alors, pour le médecin qui n'a que son stylo et son stéthoscope, c'est moins dramatique, même si c'est dévalorisant. En revanche, pour celui qui a un gros plateau technique, chirurgien, radiologue ou autre,
C'est dramatique, parce qu'il ne va plus pouvoir payer ses équipements. Et c'était seulement les honoraires différents qui lui permettaient de le faire. Donc MST a considéré que ces honoraires différents devaient être bloqués drastiquement. Et c'est là qu'enfin mes confrères se sont réveillés. Ça faisait jamais qu'une dizaine ou une quinzaine d'années que je les sollicitais, de comprendre enfin ce qui allait leur arriver, mais il a fallu que ça leur arrive pour qu'ils comprennent. Heureusement, ils ne sont pas tous complètement idiots, et donc 3 d'entre eux, dont une est présente ici, que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire notre excellente consoeur et amie Jennifer Landry, accompagnée de Philippe Letertre, chirurgien à Nice, et de Thomas Gagnon, chirurgien à Lille, sont venus me voir et m'ont demandé ce qu'ils pouvaient faire. Je leur ai dit, la seule lutte que vous puissiez mener, c'est contre l'organisme qui vous tue. Lorsque quelqu'un vous tue, c'est contre lui qu'il faut se battre, pas contre n'importe qui. Et donc ils ont parfaitement compris ce qu'il fallait faire, et en l'espace de quelques semaines, c'est des dizaines de milliers de confrères qui les ont rejoints. Là, tout a changé, parce qu'il y a une règle que certains ne connaissent pas, mais que les technocrates connaissent très bien. Aucun État au monde, aucun pouvoir ne peut résister à une révolte des médecins. Non pas que les médecins soient des gens plus intelligents que les autres, mais ils sont plus influents que beaucoup d'autres. Et d'autre part, ce sont les plus diplômés de la société française. Leur révolte est un véritable signal de crise grave pour un État. Et c'est ce qui s'est passé. Car immédiatement après, voyant ce que les médecins faisaient, mais les professions indépendantes se sont réveillées, elles aussi. Elles ont dit, après tout, et pourquoi pas nous? Et c'est là que le flot s'est mis à grandir et que nous nous sommes retrouvés, en arrivant au port, non pas 3000, mais plusieurs dizaines de milliers. Cette histoire est évidemment racontée brièvement, car je ne veux pas empiéter sur le temps de parole d'Éric, mais elle est à peu près réaliste, enfin elle est même totalement vraie, dans le déroulement qu'elle a eu. Ce qu'il y a de certain dans cette affaire, et c'est cela que j'aimerais que vous compreniez bien en terminant cette première partie, puisque la seconde va être consacrée à vos questions et, si possible, à nos réponses, c'est que tout a tourné autour du statut de mutuelle des caisses de sécurité sociale. Depuis le début. N'oubliez pas une chose, si les directives ont bien défini les organismes qui ont le droit d'assurer, elles ne l'ont fait que sur présentation par les gouvernements respectifs. C'est la France qui a indiqué quels étaient les organismes qui allaient pouvoir assurer. C'est donc bien la France qui a dit que les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles. Et puis ensuite, toute la partie qui s'est déroulée jusqu'en 2001 s'est faite autour du thème que nos adversaires agitaient, comment faire pour que les mutuelles ne soient pas incluses dans la transposition. Et ensuite, à partir du coup d'État, il s'est agi de dissimuler la qualité de mutuelle des caisses de sécurité sociale. Lorsque Jean-Marc Lantade, dont je vous ai parlé tout à l'heure, du journal Le Parisien, qui est le premier journal français, avait sorti son article, il avait sorti même plusieurs articles à ce sujet, il m'appelle un soir vers 19h en me disant, à la suite de mes articles, le ministère m'a envoyé une mise au point, il y en a 30 pages, je n'y comprends rien. Je dois boucler à 10h du soir, est-ce que vous pourriez me résumer ce qu'ils disent? Il m'envoie par fax le document, c'est un brouillon. Ils ont fait ça dans la plus grande hâte, dans la terreur, les yeux exorbités, comme je le disais tout à l'heure. Et là, il y a une petite phrase très intéressante. Car dans leur panique, ils avaient envoyé un texte qui n'était pas fini et qui avait quelques notes manuscrites. L'une d'elles disait « Ne pas dire que les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles. » Voilà. Ne pas dire. C'est la France, ne pas dire. Donc, l'affaire a continué. Et savez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que les malversations ne se sont pas arrêtées à une annonce ou à des poursuites ici et là. C'est un véritable complot organisé. Ils ont pris une ordonnance qui était destinée à modifier un certain nombre de dispositions sociales sans grande importance, sauf une qui était perdue au sein de l'ordonnance et qui
visait à supprimer dans le Code de la sécurité sociale une mention à l'article L216.1 qui disait que les caisses fonctionnaient selon les règles du Code de la mutualité. Ils l'ont supprimé. Et pour faire passer l'ordonnance, toute ordonnance, vous le savez sans doute, doit, par définition, être précédée d'un rapport au président de la République. Ce rapport est fait par les ministres signataires de l'ordonnance. Il est naturellement rédigé par les technocrates du ministère. Le ministre ne sachant même pas ce qu'il signe et ne sachant en général même pas ce qu'il fait. Un de mes amis députés me disait un jour, il n'était que député, pas ministre, mais il aurait pu le devenir. Il me disait, tu sais, je suis un nénuphar. Je ne te voyais pas comme ça, lui ai-je répondu. Il me dit, rassure-toi, je suis un nénuphar, le plus bel ornement de la mare. Ce qui se passe, c'est en dessous. Eh bien, les ministres, c'est pareil. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils signent. Et donc, ce qu'ils ont signé ce jour-là, c'est un texte qui disait « Cette ordonnance nous a permis, accessoirement, de supprimer une mention relative au Code de la mutualité qui est obsolète, car il n'était pas nécessaire de maintenir des dispositions qui n'ont plus cours maintenant. » Ces gens ont menti au président de la République, lequel ne s'en est pas offusqué puisqu'il avait le surnom lui-même de super menteur. Donc on peut bien se mentir les uns aux autres, mais c'est quand même très grave. Mensonge d'État. Or, ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que ce n'était nullement obsolète. Nullement. Car savez-vous quel est le texte sur lequel est fondée la sécurité sociale? C'est l'ordonnance de 1945. Reportez-vous au site de la sécurité sociale. Et vous verrez, à la page d'accueil, la sécurité sociale repose sur l'ordonnance de 1945. Que dit cette ordonnance? Elle dit que toutes les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles. Le texte est confirmé par une autre ordonnance de 1945 relative à la mutualité qui dit la même chose. C'est-à-dire que ces technocrates dévoyés ont osé dire que les mentions du Code de la mutualité étaient obsolètes, alors même que tout le système repose sur ce code. Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge d'État, sinon cela? C'est un scandale absolu. Et donc, à partir de là, ils se sont mis à mentir, ils ont continué à mentir, et notamment en ce qui concerne le RSI qu'ils venaient de créer, parce que le RSI était précédé par 3 caisses qui s'appelaient la Cancava, l'assurance vieillesse des artisans, l'Organique, l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales indépendantes, et la CANAM, la Caisse nationale d'assurance santé des professions médicales. Ces 3 caisses avaient été créées en vertu de lois qui disaient qu'elles étaient créées et fonctionnaient selon le Code de la mutualité. Donc on les fond pour en faire un nouvel organisme, et ce nouvel organisme n'est pas une mutuelle. Extraordinaire. On a changé l'eau en vin. Nos technocrates sont des faiseurs de miracles. Les gens cultivés appellent cela des thaumaturges. Ils seraient très flattés si on le leur disait, parce que c'est probablement le seul compliment qu'on est capable de leur faire. Et donc, ces thaumaturges nous ont fabriqué un régime Canada Dry, qui ressemble à de la sécurité sociale, qui a le goût de la sécurité sociale, qui a la nuisance de la sécurité sociale, mais qui n'est pas de la sécurité sociale. C'est une mutuelle. Le RSI est une mutuelle. Et pourquoi ont-ils fait ce régime? Eh bien parce que d'autres technocrates avaient, en 2005, écrit un rapport dans lequel ils expliquaient que les caisses en question, AVA, CANAM et Organique, étaient des caisses qui risquaient fort de perdre tout monopole, car elles étaient des mutuelles. Voilà l'explication du mensonge. Et on a ensuite continué à mentir comme ça. Alors, ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, maintenant, c'est un épisode que je vais vous raconter sans la musique qui conviendrait. La musique qui conviendrait, c'est celle des Incorruptibles.
Et le personnage que je vais jouer devant vous, c'est Eliot Ness. Vous allez me dire que j'ai une ambition dévorante. Rassurez-vous, c'est une simple image. Comment les incorruptibles ont-ils fait tomber Al Capone? Alphonse Capone, le maître de Chicago, l'homme qui, par le trafic de l'alcool, puisque nous étions à l'ère de la prohibition, par le racket, par l'assassinat, avait réussi à être le maître de Chicago. Ils ne l'ont pas fait tomber pour ses meurtres. Personne ne voulait témoigner contre lui. Ils ne l'ont pas fait témoigner pour ses rackets. Personne n'osait témoigner contre lui. Ils l'ont fait tomber pour fraude fiscale. Eh bien, nous, mesdames et messieurs, nous n'avons pas réussi à faire tomber le RSI et la sécurité sociale par les directives européennes, parce que la loi du silence dans les milieux judiciaires, les milieux administratifs, politiques et journalistiques a fait que personne ne voulait témoigner de ce qui était la réalité. Nous les faisons tomber en ce moment pour usurpation d'identité. C'est un fait certain. Ils se présentent comme des organismes de sécurité sociale et ils sont des mutuelles. Et ils n'ont pas de chance, si je puis dire, parce que le fait qu'ils sont des mutuelles est écrit en noir et en blanc dans toutes les lois qui servent à les définir. Donc, ils n'ont plus le choix. Et demain, vous allez voir que ces organismes, très vite, car les crises mettent longtemps à se déterminer, à grossir, mais elles se terminent très vite. Eh bien, nous allons voir se terminer très vite cette crise de plus de 20 ans, tout simplement parce que déjà un certain nombre de tribunaux ont enfin pris conscience du fait que ces caisses se présentaient sous une fausse identité. C'est ainsi, par exemple, que la Cour d'appel de Limoges a demandé au RSI de bien vouloir préciser ou produire son certificat d'immatriculation au registre de la mutualité, comme c'est une obligation légale. Le RSI a produit ses statuts qui ne lui étaient pas demandés. Donc le 16 février, il appartiendra à la Cour d'appel de Limoges de constater, si elle suit le cours de sa décision primitive, que le RSI n'a pas qualité à agir. De même, à Nice, où c'était le MLPS qui était en cause, puisque le RSI avait trouvé opportun de déléguer dans nos réunions, comme celle-ci, des huissiers mandatés par le tribunal pour venir écouter ce que je disais. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de monopole de la sécurité sociale. Ça ne faisait que plus de 20 ans que je le disais et que je l'écrivais partout. Il a fallu payer des huissiers aux frais des assurés sociaux pour constater que je disais bien ce que je disais. Nous avons naturellement traduit le RSI en justice dans différentes instances et finalement, parce qu'il y avait un principe de base, est-ce qu'on a le droit de s'introduire même avec la caution d'un magistrat dans une réunion privée? Où est la liberté de réunion? Où est la liberté d'expression? Eh bien, le tribunal de Nice, qui avait donné cette autorisation, l'a retirée en voyant nos conclusions et en constatant que le RSI ne produisait pas les éléments démontrant qu'il était en situation régulière, qu'il avait bien l'identité qu'il présentait avoir. Et donc, il n'a pas qualité à agir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas agir contre nous, mais surtout, il ne pouvait pas agir contre vous. C'est qu'il ne pouvait pas délivrer des contraintes, des mises en demeure, des procès, etc. Donc cette victoire, nous l'avons remportée tout simplement parce que nous avons attaqué sur le terrain où manifestement il n'avait plus de défense. Nous allons, bien entendu, dans les prochaines semaines, voir les conséquences de tout cela qui vont être immenses, car le RSI n'est pas seul en cause dans cette affaire. Le RSI est un des éléments de l'ensemble sécurité sociale. L'URSSAF est exactement dans la même situation. L'URSSAF est une mutuelle. Et donc, toute mutuelle a, par principe, l'impossibilité de vous contraindre à cotiser. Et je terminerai cette première partie par un très léger petit poème. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dire un texte de Victor Hugo, ni d'Alfred de Musset, ni de quelque autre Baudelaire, de quelque autre poète français. Je vais vous dire simplement un article du Code de la mutualité. La mutuelle ou l'union de mutuelles n'a pas d'action pour exiger les cotisations. Merci beaucoup.